On va parler maintenant avec Jean-Christophe de Marta, qui est senior vice-président Global Advertising du New York Times. Et il va nous parler d'une question plutôt d'actualité, puisqu'en fait, ils l'ont vécu avec le RGPD, qui est ultra ciblage ou sémantique. Que choisir? Je vous laisse. Oui, vous pouvez. Bonjour. Je ne vais pas forcément parler exactement de cela, mais ça va s'en rapprocher en tout cas. Je pense que ça sera, j'espère en tout cas que ce sera. Il y a un. Oui, juste. Ah, c'est derrière. C'est ça. Alors, ça fonctionne. Alors, comme le disait Geneviève, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir conviés à participer à cette fort intéressante matinée. Je sais que le New York Times, dans le monde des médias, tout le monde regarde un peu ce que nous faisons. Je voudrais, comme la personne présente l'a dit... Sylvie Delacroix. Oui, excusez-moi, Sylvie. Disait, effectivement, je dois vous prévenir que ce que nous faisons n'est pas forcément un modèle qui est forcément réplicable pour tous les médias. Nous pensons que nous sommes un produit unique, dans un environnement unique, dans un marché qui est essentiellement les États-Unis et aujourd'hui le monde unique. Donc, en tout cas, le modèle du New York Times, je peux vous en parler à travers effectivement de ce que nous faisons dans la data, mais ce n'est pas forcément un modèle qui est réplicable pour tout le monde. Alors, ce qui est intéressant dans le domaine de la data, et je ne pensais jamais commencer une présentation en montrant une photo d'un de nos concurrents, mais il s'agit en l'occurrence de Julia Klein, qui est mon ex-directrice sur la zone Asie, et elle est passée à la concurrence, mais nous sommes restés très amis, et elle était à Tokyo juste la semaine dernière pour présenter la stratégie data, évidemment, du Wall Street Journal. Ce que l'on voit, c'est que c'est un enjeu commercial aujourd'hui, mais c'est aussi un enjeu de communication pour tout le monde. Et ça, c'est un aspect qui est, donc tout le monde doit parler de data. Donc ça, je trouve ça intéressant, et quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète. En ce qui concerne le New York Times, par contre, il y a un petit problème, mais je vais vous le commenter. Je ne sais pas pourquoi les slides sont un petit peu pas tout à fait ajustés. En fait, ça, c'est une sorte de manifeste que nous avons édité il y a maintenant déjà 2 ans, mais qui traduit toute une stratégie qui est basé autour du lecteur. Alors, je sais que pour un média d'information comme le New York Times, de parler d'une stratégie qui est tournée autour du lecteur, c'est peut-être une évidence, et en même temps, peut-être pas tant que cela. Nous avons dit que notre stratégie, maintenant, elle était entièrement tournée autour du lecteur, et autour du lecteur que l'on veut s'abonner. On veut le voir venir s'abonner. C'est-à-dire entièrement, ça veut dire on ne considère plus les annonceurs. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en train de bâtir un monde sans publicité, mais en tout cas, le lecteur n'est pas considéré comme une cible publicitaire. Voilà, on a de la publicité au New York Times, mais ce que l'on veut, c'est que le lecteur s'abonne. Et que le chemin entre la visite d'une page et l'acte d'abonnement soit le plus court possible. Donc évidemment, dans ce monde-là, ce que l'on veut, c'est pas forcément matraquer la personne avec de la collecte d'informations à tout va. Et ça aura aussi des implications sur la manière dont on va le suivre, ce lecteur, ou on ne le suivra pas, justement. Ça, c'est la croissance des abonnements au New York Times. Je crois que c'est plus une information pour les gens qui sont dans cette salle. Ça fait rêver. Peut-être, on espère. En tout cas, nous, effectivement, c'est un modèle qui a extrêmement bien marché depuis maintenant 2011, lorsqu'on a introduit notre modèle payant. Nous allons atteindre, d'ici la fin de l'année, et ça c'est les résultats officiels, la fin du 3e trimestre 2019, nous allons atteindre les 5 millions d'abonnés payants. Et nous sommes en train d'annoncer que nous allons atteindre les 10 millions d'abonnés. En tout cas, on va essayer de les atteindre à l'horizon 2025. Tout ça a pu être possible, premièrement parce qu'on pense que l'on produit un journal, évidemment, essentiellement aujourd'hui sur le digital, mais encore sur papier, mais essentiellement sur le digital, de très très grande qualité. On a augmenté le nombre de journalistes lorsque la plupart des gens et la plupart des autres médias étaient en train de réduire à tout va, effectivement, dans les effectifs, y compris les rédactions. On pense que si vous commencez à couper un votre produit, ça va être de plus en plus compliqué pour les gens de s'abonner. Donc nous, on a choisi, on a fait un pari en tout cas, et ce pari-là, il a été, pour l'instant, extrêmement efficace. Donc là, pendant toute cette période-là, on n'a quasiment pas demandé d'informations aux personnes. Donc, tout ce qui est de la first party data, en fait, aujourd'hui, on en dispose relativement peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y venir, mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas, en matière de collecte d'informations, on en a relativement peu. Et il y a un certain nombre de principes auxquels on se tient et auxquels nous tenons beaucoup, c'est que le lecteur
aujourd'hui, s'il est venu en masse venir s'abonner au New York Times, c'est qu'il nous fait confiance. Et donc cette confiance, elle est essentielle dans la relation que nous avons avec lui, et donc dans la manière dont nous collectons, on va dire, la data, ou alors ce lecteur, nous allons le suivre, il va falloir qu'on fasse extrêmement attention, parce qu'il ne faut pas qu'on rompe ce lien qui est un lien de confiance. Et cette dernière phrase qui nous semble être importante, c'est qu'en fait, on va progressivement, ça ne veut pas dire que nous ne suivons pas, et effectivement, on a seulement des programmes marketing comme tout le monde, Pierre Ouellette des Échos ce matin en parlait, où on essaie évidemment d'identifier les abonnés potentiels. Il y a tout un tas de marketing qui sont basés sur la data qui permettent, et de trackers qui permettent de suivre ces gens-là pour leur proposer des offres d'abonnement. Mais progressivement, ce que l'on veut, c'est complètement se retirer de ça et trouver d'autres techniques. On est en train de mettre en place un certain nombre de produits pour justement arriver à identifier ces personnes et ensuite à leur proposer des... Se retirer de quoi? Du cookie? Oui. Mais comment, à ce moment-là, vous allez suivre ce que font les gens? Alors, je ne suis pas spécialiste en la matière. Chris Williams, qui est notre grand Chief Data Scientist, pourrait vous en parler bien mieux que moi, mais en fait, il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être mis en place pour justement étudier et analyser les comportements, plus les comportements de lecture et les comportements sur le web pour ensuite essayer d'introduire des offres d'abonnement. En tout cas, ce qui est important pour nous aussi, c'est que, on a beaucoup parlé de RGPD ce matin. Comme vous le savez, il y a une autre loi qui arrive et qui rentre en vigueur en Californie au mois de janvier. Alors, elle n'est pas tout à fait identique au RGPD, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est une nouvelle loi, réglementation en tout cas, qui tend à protéger, on va dire, l'individu. Et puis, il y a également, pour en 2020 aussi, une nouvelle loi qui va rentrer en vigueur au Brésil. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, on a parlé beaucoup de RGPD parce qu'on est directement impliqué par cette réglementation ici en Europe, mais l'Europe ne va pas être tout seul. Les États-Unis, on sait que la Californie est un État, et en plus de ça, ce qu'on sait, c'est que c'est quand même l'État où les sièges des grandes sociétés informatiques et technologiques sont. Donc ça aura forcément une implication importante sur la manière dont les États-Unis, en général, de manière globale, vont traiter cette question de la donnée, de la data, et en tout cas de la privacy aux États-Unis. On voit le Brésil, et il y aura, là on parle de l'Australie, il y aura évidemment d'autres pays. Alors, nous, lorsque le RGPD est venu en Europe, on a à peu près 30% de notre audience qui se trouve en dehors des États-Unis. Une grosse partie est en Europe, donc évidemment, on était directement impliqué par cette réglementation. On a regardé cela pendant des mois, comme tout le monde, on a des 70 juristes qui étaient sur l'affaire. Et en fait, la décision que nous avons prise, c'était de couper tout ciblage comportemental sur l'Europe pour les annonceurs qui avaient l'habitude, évidemment, d'utiliser tous les outils. Et la raison pour laquelle nous avons pris cette décision, alors évidemment, pour quelqu'un comme moi qui est en charge de la partie publicitaire et commerciale, ça va être un peu compliqué, effectivement, de pouvoir continuer à fonctionner. Et en réalité, ça va avec la stratégie d'entreprise. Et donc, il faut effectivement, les gens comprennent que la stratégie d'entreprise, c'est d'être le plus prévoyant possible et protecteur pour le lecteur. Ce qu'on veut, encore une fois, c'est qu'il s'abonne. Donc, on a dit là, on ne va pas forcément... On a vu tout un tas de sites médias qui demandaient le consentement à chaque DSP. Enfin, c'est insupportable en réalité pour le lecteur. Donc nous, on a dit, c'est pas grave, ce qu'on veut, c'est que la personne s'abonne. Ça ne veut pas dire qu'on a coupé la publicité, bien évidemment, mais on veut qu'elle soit plus directe et qu'elle passe moins par des solutions tierces. Et puis il y a un autre aspect de cela, c'est que nous avons une rédaction qui est très active et qui parle de ces sujets de privacy en permanence. Donc on ne peut pas d'un côté parler de privacy, mettre en garde contre les dangers, les abus, les excès, et ainsi de suite. Il y a aussi des solutions, il n'y a pas que les abus et les excès, bien sûr, mais c'est aussi ne pas s'appliquer ensuite ses propres règles, en tout cas ses propres recommandations, à nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a été très très important. Évidemment, on vit dans un monde, on n'est pas complètement fermé à tout ce qui se passe, mais on vit dans un monde, les médias comme nous, et quand on a vu les recettes publicitaires baisser, tout le monde a commencé à taper sur Google, Facebook, les plateformes sociales. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter en fait tout ça. Les réseaux sociaux font leur boulot, ils font leur truc. Le problème, ce qu'il faut, c'est qu'on s'adapte au monde qui est le monde d'aujourd'hui, qui est le monde digital. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire en essayant de créer un produit que les gens ont envie d'acheter. Et pas un produit qui est acheté par, effectivement, un consommateur qui n'est pas forcément le consommateur final, en tout cas l'acheteur final de votre produit.
Ensuite, on est tous là en train de se demander, entre ce qui est du branding et ce qui est de la performance, qu'est-ce qu'on amène, on va dire, dans l'écosystème publicitaire. Donc là, on se pose tous la question. Et tout le monde, en fait, aujourd'hui, est en train de raisonner par rapport à des performances qui, quand même, passent par le clic, quoi qu'on en dise. Effectivement, beaucoup d'acteurs aujourd'hui disent, mais non, il n'y a pas de clic, on ne regarde pas le clic, mais enfin, c'est quand même la donnée qu'on regarde tous, c'est la donnée de mesure qu'on regarde tous. Tout ce que l'on pense, c'est que le clic, effectivement, c'est facilement mesurable, et c'est ce qui, si on arrive à le compter facilement, mais est-ce que c'est ce qui compte? Donc nous, on pense que là, par contre, il y a tout un tas d'autres choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Pierre en a parlé un petit peu ce matin, il l'a évoqué, il faut qu'on rentre plus sur des données qualitatives. Nous, ce qu'on amène, c'est un environnement, c'est un temps de lecture. L'environnement qu'on amène, il coûte cher. Avant, quelque part, le prix de la publicité, il était un peu dicté par cela. Il était un peu dicté par nos coûts éditoriaux, nos coûts de distribution. On ne pouvait pas lancer un quotidien tous les jours. Aujourd'hui, on peut effectivement lancer un site internet. Donc le prix de la publicité a baissé, mais en tout cas, sur des données qualitatives, il faut absolument qu'on revienne à ça. Et puis, il y a une autre donnée qui nous semble extrêmement importante. C'est l'émotion. Pourquoi l'émotion? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la publicité elle est omniprésente. On regarde des milliers d'images tous les jours, et en fait, on ne sait pas ce qu'on retient. En fait, qu'est-ce qu'on retient? Alors, on travaille beaucoup sur des produits de mémorisation. Et on pense que tout ce qui touche à l'émotion est clé en matière publicitaire. Et ça, vous pouvez le faire sans forcément activer la donnée individuelle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des questions à un certain nombre, et tout d'abord, effectivement, ce qu'on appelle du branding émotionnel, que ça soit en matière de publicité, on se souvient tous de films, d'odeurs, de musique, parce qu'elle vous a touché. Aujourd'hui, quand on est dans un système où tout va extrêmement vite, on ne sait plus ce qu'on retient. Donc on est en train de faire des études, neuroscience comme on l'appelle, on a fait une première étude cette année, on en aura d'autres, on pense beaucoup à cela. On pense que la mémorisation, et ce que notre cerveau choisit de retenir ou pas, est absolument essentiel pour la suite. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a posé des questions aussi à nos lecteurs sur l'émotion que provoquait la lecture de certains articles. Donc on leur a, il y a eu des échantillons, on a bâti des modèles, on a bâti des algorithmes, et ce que l'on arrive à faire maintenant, c'est à prédire l'émotion. Encore une fois, tout ça n'est pas basé sur la donnée individuelle, on est parti sur des choses beaucoup plus contextuelles, mais on est arrivé effectivement à des choses sur, voilà, un article sur une chanteuse, une actrice comme Cher, ça vous provoque quoi? Et on arrive à indexer comme ça, selon ce que ressentent la moyenne des lecteurs, et ensuite, il y a un certain nombre d'attributs et d'émotions avec lesquels vous pouvez associer votre message publicitaire, et encore une fois, tout ça est du domaine du contextuel. Un certain nombre de campagnes, évidemment, ce que l'on veut, c'est de montrer que comment est-ce qu'on retourne comme ça? C'est que la donnée contextuelle peut fonctionner. On n'est pas forcément, encore une fois, sur la donnée. Il n'y a que le ciblage comportemental qui amène des performances. Ce que l'on pense, c'est qu'effectivement, la donnée contextuelle peut également amener pas mal de performances. Encore un outil sur le contextuel, c'est qu'on a croisé des données entre... là, on est actuellement sur des données qui proviennent de DMP externe. Là, notre DMP, c'est Bluesky, et on a croisé ça avec, en essayant de regarder selon le lecteur et là où il était situé, ce qu'il lisait. Donc là aussi, pour nos annonceurs, c'est extrêmement intéressant de savoir, on a tendance à vouloir être dans telle rubrique ou dans telle chose, et de savoir qu'effectivement, on n'est pas forcément sur des choses qui sont aussi évidentes tout le temps. Et on a tout un tas d'autres produits qui sont essentiellement basés sur la donnée, et en tout cas sur le ciblage contextuel. Je terminerai sur une chose en disant que pour nous, la qualité, l'expérience lecteur qualitative est extrêmement important, y compris en matière publicitaire. On vient d'annoncer que nous allons, sur notre app, nous allons en fait enlever toute publicité qui provient de l'Open Exchange. Donc je vous disais qu'on l'avait supprimé en Europe. Là, je parle de manière plus globale, évidemment, sur notre premier marché qui est les États-Unis. Et on pense, évidemment, qu'il y aura de la publicité. On pourra effectivement utiliser tous les outils programmatiques, mais on va retirer tout ce qui provient de l'Open Exchange.
pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le lecteur. Et on pense que pour les annonceurs les plus premium, ce sera également quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, on fait ce pari. Merci. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a une question? Travailler de la data à l'échange, de la data très déstructurée. De qui vous vous inspirez comme modèle de société d'entreprise qui serait... Alors, pour travailler la data émotion, de qui vous vous inspirez? Ah, c'est une colle. Je ne suis pas derrière ces modèles-là, donc je ne peux pas effectivement répondre directement à votre question. Je ne sais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la donnée contextuelle, en tout cas le ciblage contextuel, basé, alors je ne sais pas, celui-là est basé sur une donnée qui est l'émotion. Je pense qu'on va voir de plus en plus de produits comme cela. Voilà, après, ce qu'il faut, nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'être le plus pertinent et intelligent possible, sans utiliser forcément de ciblage comportemental. Alors, on va passer au keynote de fin. Merci beaucoup encore une fois pour cette intervention. Et donc, c'est Alain Lévy.